La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de découvrir le dernier album publié par l'Institut européen des musiques juives, IEMJ. Il s'intitule Mélodies hébraïques, volume 2. Et oui, il y a eu un premier volume en 2016 qui, comme celui-ci, a été enregistré par Sarah Yankou au violoncelle, accompagnée par David Bismuth au piano. C'était une suite logique pour Sarah Yankou qui porte ce projet de tout son cœur. Dans le premier album, elle avait recherché des compositeurs classiques qui avaient mis en musique des mélodies juives, qu'elles soient en hébreu, yiddish ou judéo-espagnol, et on note qu'elle avait choisi pas mal de compositeurs français. Ce faisant, elle a découvert tellement de merveilles qu'elle nous offre un deuxième volume, et cette fois-ci, elle se concentre sur la nouvelle école juive de Saint-Pétersbourg. Mais bien sûr, on retrouve aussi d'autres compositeurs. Une des particularités de cette nouvelle école juive de Saint-Pétersbourg est déjà le fait qu'il y ait eu une institution consacrée à la musique juive. Il n'y a eu cela nulle part ailleurs que je sache. Mais aussi que la plupart des compositeurs sont allés eux-mêmes faire du collectage dans les campagnes, les petites villes, les synagogues. Ils ont ensuite travaillé et harmonisé ces mélodies, et certaines sont devenues des succès planétaires qui ont dépassé largement le cercle juif, comme par exemple la chanson à Yiddish Mame ou, à peine moins connue, Rogenkes mit Mandeln. Nous allons commencer par découvrir les musiciens de cette nouvelle école juive russe, puis nous allons aussi découvrir quelques-uns des autres compositeurs. Nous allons commencer par Jacob Weinberg, que Sarah Yankou semble beaucoup apprécier, car elle a mis 5 morceaux de lui dans cet album. Né en 1879 à Odessa, Jacob Weinberg est un pianiste et compositeur qui a écrit plus de 135 œuvres pour piano et autres instruments. Issu d'une famille juive russe parfaitement intégrée, il est employé de banque, mais rapidement il démissionne et part étudier le piano et le contrepoint à Moscou. Il compose alors ses premières œuvres qu'il joue lors de concerts à Saint-Pétersbourg, Kiev, Odessa. Et en 1905, il se rend à Paris pour participer au concours de piano Anton Rubinstein. Il ne remporte pas le premier prix, mais sa prestation contribue à lancer sa carrière de pianiste virtuose. En 1910, il rencontre le compositeur Joel Engel, qui lui fait partager son enthousiasme pour le folklore juif. C'est de là qu'est né mon intérêt pour les choses juives, a-t-il déclaré plus tard. Et lui aussi se met alors à les recueillir et à les étudier. En 1916, Weinberg retourne à Odessa, où il enseigne au conservatoire impérial. En 21, il émigre en Palestine, où il s'imprègne des modes et mélodies orientales. En 24, il retrouve Joel Engel en Palestine, fraîchement arrivé de Berlin. Mais en 26, à la suite du succès de son opéra en hébreu, à Achalutz, il est pionnier, il émigre à New York, où il retrouve plusieurs compositeurs, Lazar Saminsky, Joël Achron, qui appartenaient à la Société pour la musique populaire juive, créée par Joel Engel. Mais je vous parlerai plus tard de cette société. À partir de 1929, Weinberg enseigne la musique, organise des festivals d'art juif à New York et participe au lancement de plusieurs festivals de musique juive dans d'autres villes américaines. Il décède à New York le 2 novembre 1956, à l'âge de 77 ans. Outre des arrangements liturgiques individuels et 2 cantates bibliques, Weinberg a écrit 3 services complets de Shabbat. Notamment pour le Temple Emmanuel de Manhattan, dont il était l'un des compositeurs attitrés. Il a aussi écrit des chants juifs pour voix et piano. Et nous, on va écouter un premier titre intitulé Canzonetta.
C'était Canzonetta de Jacob Weinberg, interprétée par la violoncelliste Sarah Iancu et le pianiste David Bismuth. Je voudrais vous parler maintenant de Joel Engel. Vu que nous portons le même nom, je me sens une affinité particulière avec lui, mais on n'est pas de la même famille. Mais il y a d'autres raisons aussi que ça. Joel Engel est né à Berdiansk, en Crimée, en 1868. Il devait faire de la musique en amateur pendant sa jeunesse car il n'a suivi de cours qu'après avoir fini ses études de droit. Inspiré par le mouvement nationaliste juif naissant et par l'ethnographie, Joel Engel commence dès 1898 à recueillir des chansons folkloriques en yiddish. En 1900 et 1901, il organise des conférences et des concerts à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il est alors considéré comme le principal expert de la musique juive dans l'Empire russe. En 1905, Joel Engel participe à la démocratisation de la musique en cofondant à Moscou une école de musique ouverte à tous. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je l'apprécie énormément. C'est en 1908 qu'il cofonde la Société pour la musique populaire juive à Saint-Pétersbourg. Et c'est ça, cette fameuse société dont je vous parlais tout à l'heure et dont on va parler pas mal à partir de maintenant. Il y fait jouer et publier ses œuvres inspirées du folklore juif et crée une section moscovite en 1913. Les auditeurs de Radio Shalom ont d'ailleurs pu découvrir certains des musiciens qui en faisaient partie au cours d'émissions antérieures. Je vous rappelle quelques noms: Alexander Krein, Joseph Achron, Lazar Saminsky, Alexander Veprik, Julius Wolfson, Joachim Stuchewski et bien d'autres. Cette association a joué un rôle majeur dans la préservation et la création de musique juive et indirectement, vu le rayonnement de beaucoup de ses membres, je dirais dans la musique occidentale en général. En 1912 et 1914, il participe activement à l'expédition ethnographique dans la zone où vivent la majorité des Juifs de Russie et où il enregistre des centaines de chansons juives sur des cylindres de cire. Très impliqué dans la création d'une musique nationale juive, Engel édite plusieurs recueils de chansons folkloriques et environ 150 compositions originales de lui et d'autres compositeurs juifs russes. Mais il s'intéresse aussi aux musiques russes et européennes auxquelles il consacre des conférences et des ouvrages de référence. En 1922, Engel quitte l'Union soviétique pour Berlin et en 1924, il émigre à Tel Aviv où il enseigne et compose pour le théâtre Ohel par exemple. Il dirige aussi plusieurs chorales et donne des conférences. Dans les dernières années de sa vie, il compose des œuvres inspirées par la culture musicale sioniste des communautés juives en Palestine. En hommage à son travail, la ville de Tel Aviv décerne tous les 3 ans le prix Engel à des compositeurs contemporains israéliens. En tant que compositeur, Joel Engel est surtout connu pour ses arrangements vocaux de poésie hébraïque moderne et de chansons yiddish, ainsi que pour sa musique de scène de la pièce de Hansky, le Dibouk. Ce qui me touche beaucoup chez lui, c'est son désir de démocratiser la musique, son envie de partager et d'enseigner, et son amour de la musique juive. Il avait aussi un côté passionné qui ne rendait pas forcément sa fréquentation de tout repos, mais il nous a laissé un héritage inestimable. Son opus 20, le Chabad Nigun que nous allons écouter maintenant, est un arrangement d'une pièce écrite originalement pour violon et piano.
C'était Chabad Nigun de Joël Engel, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Mais revenons au plus ancien compositeur de cet album, qui est aussi un peu le père du théâtre musical juif, et de ce fait, de la comédie musicale aux États-Unis, vu le grand nombre de compositeurs et musiciens juifs qui ont contribué aux productions de Broadway. Alors, Abraham Goldfaden, donc, est né en 1840, en Ukraine, dans une famille de la petite bourgeoisie juive fortement imprégnée par le mouvement des Lumières juifs, la Haskalah. Dès l'enfance, il manifeste un goût pour les spectacles comiques et les chansons. En 1857, il entame des études à l'école rabbinique, d'où il sort, en 66, professeur et poète, avec même une petite expérience dans le théâtre amateur. 10 ans plus tard, en 76, Goldfaden a 36 ans et il s'installe à Iași, en Roumanie, où il commence à produire des spectacles en yiddish basés sur ses poèmes mis en musique. On chante les chansons de Goldfaden en concert à Odessa dès 1873, ou dans les salons de Iași. La musique de ces pièces était souvent l'œuvre de son partenaire Zelig Mogulescu. La troupe de Goldfaden se produit à Bucarest avec succès dès 77. Et en 79, avec sa troupe, il tourne dans toute la Russie. Il commence alors à écrire des pièces sur des sujets plus sérieux, par exemple Shulamit ou Bar Korba, ce qui lui vaudra à sa mort la qualification de Shakespeare yiddish. Mais après l'assassinat du tsar Alexandre II en 1883, le théâtre yiddish est banni de Russie et la troupe se disperse. Il se déplace beaucoup dans les dernières années de sa vie. Il dirige un théâtre à Lemberg, puis à Bucarest, mais face à la concurrence de nouvelles troupes yiddish et des conditions économiques dégradées, il reprend ses voyages en Europe en 1896 comme poète et journaliste. En 1904, il retourne à New York où il décède en janvier 1908, laissant à la postérité une quarantaine de pièces de théâtre et des centaines de poèmes et de chansons. Le morceau qu'on va entendre maintenant, Rojinkes mit Mandeln, des raisins secs et des amandes, est une berceuse tirée de la pièce de théâtre Shulamit, écrite en yiddish par Abraham Goldfaden en 1880. Cette berceuse est devenue si connue qu'elle a acquis le statut de chanson populaire. Elle a été enregistrée par de nombreux artistes, parmi lesquels Marie Laforêt, Yitzhak Perlman, Doudou Fischer ou encore moi-même. Les paroles de cette chanson ont un double sens. La maman berce son enfant en lui souhaitant richesse et prospérité. Mais la mère représente une fille de Sion, et l'enfant est le juif errant qui devra se battre pour retrouver la douceur d'une vie passée, symbolisée par les raisins secs et les amandes.
C'était Roginke Smith-Mandlen de Abraham Goldfaden, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Toujours avec les musiciens de la Société pour la musique populaire juive, parlons maintenant de Lazar Saminsky, né en 1953 en Ukraine et mort en 1959 aux États-Unis. Compositeur et chef d'orchestre russe, Lazar Saminsky fut l'élève de Rimsky-Korsakov. Il participa entre 1911 et 1914 à la collecte d'un grand nombre de chants liturgiques en hébreu et de chansons yiddish. Entre 1915 et 1918, il enseigne en tant que professeur au conservatoire de Tbilissi. En 1920, il émigre aux États-Unis et y fait une brillante carrière de chef d'orchestre. En tant que compositeur, Saminsky a écrit de la musique religieuse, de la musique symphonique et de la musique instrumentale, ainsi que 2 livres, parmi lesquels Musique du ghetto et de la Bible. Ça, c'était en 1934. L'œuvre de ce compositeur reste largement méconnue et mésestimée, ce que je trouve bien dommage, car les 4 morceaux de lui qu'on peut trouver sur cet album me plaisent beaucoup. Nous allons entendre le 3e mouvement de la suite chassidique de Saminsky, composé en 1923. Le musicologue et pianiste Yasha Nemtsov émet l'hypothèse que cette pièce serait liée aux impressions recueillies par Saminsky lors de son voyage en Palestine en 1919. On écoute le 3e mouvement de la suite chassidique, Hamavdil, composé en 1924. C'était Hamavdil, le 3e mouvement de la suite en 3 mouvements de Lazar Saminsky, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. J'aimerais bien qu'on donne plus de reconnaissance à cette société pour la musique populaire juive, fondée comme on l'a vu par Joël Engel à Saint-Pétersbourg en 1908, car elle développa pour la première fois dans l'histoire de la musique un style conçu comme un style national, qui intégrait des éléments du folklore de l'Est et de la musique liturgique et populaire juive dans l'art musical. La Société pour la musique populaire juive peut être comparée à d'autres courants nationaux qui ont forgé le paysage musical européen depuis le milieu du XIXe siècle. Alors restons encore un petit peu avec les musiciens de la Société pour la musique populaire juive, avec le compositeur Alexander Krein. Il est né le 20 octobre 1883 dans la ville russe de Nijni Novgorod. Son père, Abraham, était un violoniste passionné de musique juive et 7 de ses 10 enfants devinrent des musiciens professionnels. Après une enfance passée à jouer de la musique klezmer dans l'orchestre de son père, Krein entre dans la classe de violoncelle du conservatoire de Moscou à l'âge de 13 ans. Il étudie ensuite la théorie musicale et la composition. Il développe un style de composition original
qui combine le langage harmonique de compositeurs modernes tels que Debussy, Ravel et Scriabine avec les mélodies et les modes de la musique populaire juive, comme en témoigne la composition de ces deux Evreïskie Eskizi, esquisses juives, pour clarinette et quatuor à cordes, basées sur les mélodies du répertoire klezmer de son père et écrites à la demande du compositeur Joel Engel. Suite au succès de ses œuvres, Kraïm joue un rôle majeur dans l'émergence d'une musique nationale juive en tant que compositeur et membre actif de la branche moscovite de la Société pour la musique populaire juive. À partir de 1917, il compose la musique de nombreuses pièces pour les théâtres yiddish d'Ukraine et de Biélorussie et à Moscou. Alors que le régime communiste devient de plus en plus restrictif, Kraïm s'efforce de concilier son art avec les pressions politiques croissantes. Il écrit la cantate Ode funéraire en mémoire de Lénine en 1926 et l'oratorio symphonique La brigade de choc du prolétariat mondial de l'URSS en 1932. Mais il continue également à explorer les thèmes musicaux et littéraires juifs. En fait, son opéra Zagmouk, qui traite du soulèvement juif dans l'ancienne Babylone, est le premier opéra soviétique mis en scène au théâtre Bolchoï de Moscou en 1930, et en 1934, il reçoit le titre d'artiste honoré de l'Union soviétique. Kraïm a composé de la musique pour les productions du théâtre yiddish d'État de Moscou jusqu'en 1941, et sa deuxième symphonie, de 1945, est une méditation sur les souffrances historiques du peuple juif depuis les temps anciens jusqu'à la Shoah. Dans ses compositions, Kraïm utilise les improvisations mélodiques et les rythmes récitatifs des mélodies populaires et liturgiques juives d'Europe de l'Est pour donner à ses compositions un caractère unique, comme on peut l'entendre dans la mélodie juive, opus 43, pour violoncelle et piano, composée en 1928 que nous allons écouter maintenant.
C'était Jewish Melody de Alexander Krein, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée animée par Hélène Engel. Cette école juive de la musique russe a eu des résonances partout en Europe. D'une part parce qu'elle s'intégrait au mouvement des nationalismes qui soulevait toute l'Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais d'autre part spécifiquement en Russie, en influençant et en attirant l'attention de compositeurs russes non juifs parmi les plus grands. Rimsky-Korsakov a eu plusieurs membres de la Société de la musique juive dans ses classes, et de fait, il a même encouragé ses étudiants juifs à s'intéresser à leur musique, car lui-même a enrichi son inspiration en s'inspirant des thèmes russes. D'ailleurs, dans ses premières années musicales, il était ami avec Borodine et Modeste Moussorgsky. Rimsky-Korsakov et Moussorgsky, tous les deux, ont composé une chanson hébraïque, une Evreiskaya Piesnia sur le même poème la même année. Nous écouterons l'une d'entre elles tout à l'heure. Quelques mots sur Moussorgsky, qui est un de mes musiciens préférés. Il est né en 1839 et mort en 1881 à Saint-Pétersbourg. Ce compositeur russe a exploré de nouvelles voies en intégrant dans son langage musical la musique populaire russe. En 1857, Moussorgsky fait la connaissance de deux compositeurs, César Cui et surtout Mili Balakirev, qui lui donnera des cours de composition. En juin 1958, il quitte l'armée, où il était officier, pour se consacrer à la musique. En 1861, Cui, Balakirev et Moussorgsky sont rejoints par deux autres compositeurs, Borodine et Rimsky-Korsakov. Ils fondent en 1867 le groupe des Cinq, appelé Puissant Petit Groupe en russe, dont l'ambition était de donner naissance à une musique nationale basée avant tout sur les traditions populaires russes, folklore, chants populaires, chants de l'église orthodoxe, et détacher des standards occidentaux, essentiellement l'italianisme à la mode ainsi que le germanisme omniprésent. Mais la vie de Moussorgsky est difficile, marquée par la misère, l'alcoolisme, l'épilepsie et la dépression. Il meurt en 1881 à 42 ans. Il meurt en 1881 à 42 ans et laisse une œuvre d'environ 50 partitions, dont plusieurs chefs-d'œuvre, comme le poème symphonique Une nuit sur le mont Chauve en 67, l'opéra Boris Goudounov en 69, ou encore les fameux tableaux d'une exposition écrits pour piano avant d'être orchestrés par Ravel. C'est sa version de la chanson hébraïque Evreiskaya Piesnia, écrite en 67, que nous allons entendre. C'est une romance pour voix et piano sur un poème russe de Lev Alexandrovitch May, mais nous l'entendrons ici arrangé pour violoncelle et piano.
C'était Jewryjskaja Piesnia de Modeste Mussorgsky, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. Il y a aussi des compositeurs venus de tout à fait ailleurs sur cet album. Vladimir Dyk, un Russe d'origine mais qui a étudié au Conservatoire de Paris et laissé une œuvre juive importante. On retrouve aussi le Suisse, Ernest Bloch, et le Français, Fernand Halpern. Mais celui que j'aimerais vous faire découvrir, c'est l'Italien Mario Castelnuovo Tedesco. Né en 1895 à Florence, dans une famille juive séfarade, Mario Castelnuovo Tedesco reçoit des cours de piano de sa mère et compose dès l'âge de 9 ans. Puis il étudie le piano à Florence, puis la composition à Bologne. À partir des années 20, c'est un pianiste et un compositeur reconnu dans toute l'Europe. Il est aussi critique musical. Sa première œuvre d'envergure, La Mandragola, est un opéra comique basé sur la pièce de Machiavel et créé à Venise en 1926, pour lequel il reçoit un prix prestigieux. En 1932, il découvre le guitariste espagnol Andrés Segovia, ce qui l'incite à écrire ses premières œuvres pour la guitare, qui deviendra son instrument de prédilection. Une autre de ses sources d'inspiration est liée à son identité juive. Bien des années après la mort de son grand-père maternel, il découvre un petit carnet dans lequel ce dernier avait noté musicalement plusieurs prières hébraïques. Cette découverte, qui constitua selon ses dires l'une des émotions les plus profondes de ma vie, un héritage précieux, a inspiré sa première composition juive, la Rhapsodie hébraïque, les Danze del Rey David, pour piano solo en 1925. Ainsi que de nombreuses autres œuvres ultérieures dont certaines sont enregistrées dans le catalogue de Naxos, notamment chez Milken Archive. Ce sont également ses origines juives qui l'obligent à quitter l'Italie pour les États-Unis en 1939 afin de fuir la politique antisémite du régime de Mussolini. Il s'installe à Hollywood où il enseigne au Conservatoire de Los Angeles et écrit la musique de plus de 200 films. Le style de sa musique, décrite comme progressive, post-impressionniste, néo-romantique ou encore néoclassique, a marqué de nombreux compositeurs hollywoodiens, tels notamment Henry Mancini, Jerry Goldsmith, Nelson Riddle, John Williams et André Previn. Mario Castelnuovo Tedesco décède le 16 mars 1968 à Beverly Hills, en Californie. Il y a 2 pièces de lui sur cet album. On va entendre le chant hébraïque, qui pour moi est une pièce étonnante. C'est une vocalise, écrite pour voix et piano. Elle a été composée en 1928 quand il était encore en Europe, et pourtant on entend le souffle du jazz dedans. On est aussi dans la musique française du début du XXe, car on perçoit des influences de Ravel et de Fauré, et aussi la musique juive.
C'était Chant hébraïque de Mario Castelnuovo Tedesco, interprété par la violoncelliste Sarah Yankou et le pianiste David Bismuth. En fait, il me fait plus penser à Kurt Weill qu'au jazz, ce morceau. Pour terminer, allons voir le dernier morceau de l'album. C'est un morceau qui a fait le tour du monde, peut-être la chanson juive la plus connue après Havana Gila. Alors, c'est Ma Yiddische Mame, une chanson écrite en 1925 par Jack Yellen et Lev Polak. Les paroles de Jack Yellen sont un hymne à la mère juive. La musique, composée par Yellen et Polak, a été enregistrée pour la première fois par Willie Howard en 1925, puis reprise par Bell Baker et surtout Sophie Tucker, qui va l'enregistrer en anglais et en yiddish, accompagnée par l'orchestre de Ted Shapiro. Son interprétation bouleversante va faire de cette chanson un tube revisité par des artistes du monde entier, que ce soit les Berry Sisters, Leo Fuld, Yossele Rosenblatt, Aniki Tarty, le violoniste Yitzhak Perlman et des non-juifs aussi, par exemple Nino Bravo, Ivan Rebrov ou Charles Aznavour, et traduit dans différentes langues, allemand, espagnol, finnois, français, russe et même arabe, avec parfois des petits changements dans le titre ou les paroles. Alors Jack Yellen est né le 6 juillet 1892 en Pologne. Il a 5 ans lorsque sa famille émigre aux États-Unis. Il grandit à Buffalo, dans l'État de New York, et commence à écrire ses premières chansons au lycée. Après des études à l'Université du Michigan, il devient reporter pour le Buffalo Courier, tout en continuant à écrire des chansons. Il meurt en 1991 à Concord, dans l'État de New York, à l'âge respectable de 98 ans. Durant sa longue carrière, Yellen a écrit les paroles de plus de 200 chansons, dont Ma Yiddische Mame avec Lev Polak. Et Lev Polak, lui, il est né à New York le 16 juin 1895. Après avoir débuté comme chanteur et pianiste dans les spectacles de vaudeville, il écrit les musiques de films muets, puis les bandes originales de nombreux films parlants. En 1914, il écrit That's a Plenty, un ragtime devenu un standard du Dixieland. Sa carrière s'accélère dans les années 1920-1930. Il collabore alors avec plusieurs compositeurs et chansonniers, dont Jack Yellen, avec lequel il signe la chanson Ma Yiddische Mame. Il décède à Hollywood en janvier 1946. Alors on écoute ce que Sarah Yankou et David Bismuth ont fait avec cette chanson.
C'était Ma Jiddische Mame de Jackie Hélène et Lev Polak, interprété par la violoncelliste Sarah Iancu et le pianiste David Bismuth. Quelques mots sur les interprètes. Sarah Iancu est française d'origine roumaine. Elle commence au Conservatoire de Montpellier, puis est admise au Conservatoire de Paris où elle obtient un premier prix de violoncelle. Récipiendaire de nombreuses récompenses, Sarah Iancu donne de nombreux concerts en soliste avec l'Orchestre national de la radio roumaine, le Nouvel Ensemble instrumental à Paris et de musique de chambre, par exemple au Festival de Radio France. Et elle est violoncelle solo à l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. David Bismuth est un pianiste français qui étudie au Conservatoire de Nice, puis, comme Sarah Iancu, il entre au Conservatoire de Paris. Il suit des classes de maître avec Maria Joao Pires, et sa discographie est variée et originale, car il se plaît à coupler les compositeurs de manière qui peut sembler insolite. Il se produit avec de nombreux orchestres, dont l'Orchestre national de France et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, où joue aussi Sarah Iancu. Je vous rappelle les références de cet album. Cela s'appelle Voix hébraïques, volume 2, et c'est publié par l'Institut européen des musiques juives en 2022. Les artistes ont été très généreux car il y a 23 morceaux dont nous avons entendu 9. Pour vous procurer cet album, allez sur le site de l'IEMJ, Institut européen des musiques juives, au www.iemj.org ou chez les disquaires en ligne. Je me suis beaucoup inspirée du livret qui allait avec l'album que j'ai trouvé enrichissant, précis et clair pour faire cette émission. Merci à Hervé Rotem et son équipe de ce beau travail. Passons maintenant à toute autre chose. C'est un recueil de chansons israéliennes contemporaines et j'aurais tué père et mère pour avoir une telle ressource entre les mains quand j'ai commencé à chanter. Cela s'appelle 200 traductions de chansons israéliennes. La compilation a été faite par Phil B. C'est un pseudonyme, le renversement de By Phil. Il a un autre nom sous lequel il publie des romans bilingues et c'est Phil Ben. Le titre a le mérite d'être clair et le livre tient ses promesses. On y trouve en effet 200 chansons avec le texte en hébreu et en regard, vers par vers, la traduction française. En plus, pour chaque chanson, il y a un lien qui nous amène directement sur YouTube et on peut entendre la chanson. Pour tous les artistes qui veulent chanter des chansons israéliennes, c'est une mine d'or, bien sûr. Mais pour les enseignants ou les curieux qui veulent faire connaître la musique israélienne, c'est formidable. Ce livre est en fait le résultat d'un long processus et le choix du cœur. Phil Ben animait un groupe Facebook où il présentait chaque semaine une chanson ou un chanteur ou une chanteuse israélienne qu'il aimait. Les membres du groupe lui ont demandé la traduction des paroles des chansons, ce qu'il a commencé à faire tranquillement. Il montrait une chanson, il donnait la traduction et petit à petit, les gens de son groupe lui ont demandé des chansons spécifiques. Et c'est comme ça que le livre a vu le jour. Phil Ben dit « Mon but n'a jamais été de faire une anthologie de la chanson israélienne, mais de faire connaître au public francophone les chansons que j'aimais et celles qui font partie du patrimoine israélien. J'ai essayé de parcourir tous les genres, et le livre doit être pris comme un large éventail de musique et de styles où chacun peut piocher à sa guise les chansons qui lui plaisent. Et on peut dire que c'est mission accomplie. Le livre se présente sous format papier ou sous format électronique. Dans l'une et l'autre version, on trouve le lien vers la prestation de la chanson sur YouTube. Alors je vous propose de faire ensemble un petit essai. Quand on ouvre le livre dans sa version PDF, on trouve une table des matières par ordre alphabétique des chansons ou par interprète. Et là, pour tous ceux qui aiment la chanson israélienne, la magie commence. Titre. Ah oui, Bachana Abba, qu'est-ce que je l'ai chanté celle-là. Oh, est-ce qu'il a mis Lou Yehi? Eh oui, bien sûr. Et oh, il y a même une chanson de Idan Reichel. Et voilà, on tombe dedans en 3 secondes. Et en lisant un tout petit peu plus bas, voilà que je découvre cette chanson que j'ai tellement aimée et tellement chantée. Chorshat Haïcalyptus, le bosquet d'eucalyptus. כשאימא בהנה יפה וצעירה אז אבא על גבעה בנה לה בית חלפה
חביבי, חצי מעברה, וטלטלים הפכו שיפה בינתיים. אבל על חוף ירדן, כמו מאומה לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפאורה. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. בשביל הנה יורדת עדת התינוקות, הם בירדן ישכשכו רגליים. גדלו הילדים וכבר למדו לשחות, ובני הנעורים חותרים בשניים. אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפאורה. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. מעבר לירדן רמו התותחים, והשלום חזר בסוף הקיץ. וכל התינוקות היו לאנשים, ושוב על הגבעה הקימו בית. אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפאורה. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. C'était Rorschach Eucalyptus. Merci beaucoup à Philby pour ce merveilleux livre. Qui est Philby? Eh bien, on verra ça une autre fois, car je n'ai plus que le temps de vous rappeler les références de ce livre. 200 traductions de chansons israéliennes par Phil, P-H-I-L-B, B-Y. On peut le trouver sur Amazon en PDF ou en livre broché. Et je vous dis à la semaine prochaine.